Le narrateur est écrivain et il rencontre sur les réseaux sociaux un jeune homme qui lui plaît et ce jeune homme semble attiré aussi par lui. Mais c'est un désir qui n'a pas beaucoup de chance de se concrétiser dans la mesure où c'est sur les réseaux sociaux d'une part et qu'il y a des centaines de kilomètres de distance entre les deux garçons. Malgré tout, il se passe quelque chose, c'est-à-dire d'abord virtuellement, et puis ils essayent de faire en sorte que ce désir devienne réalité. Et il se passe, ils arrivent à se rencontrer malgré les kilomètres, malgré la distance, malgré le fait que le narrateur soit en couple et que l'autre garçon rencontré sur Instagram n'accepte pas vraiment ce genre de relation libre et voudrait une relation vraiment conjugale. Pour lui, l'amour, c'est le couple. Et donc, se passe une nuit à Rennes, ils se rencontrent, et après, l'autre garçon, donc, qui s'appelle Marin, se détache un petit peu de l'histoire, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que son désir est moins fort, voire peut-être plus existant, inexistant. Et le narrateur a l'idée d'écrire un livre sur le coup de l'émotion pour faire le point sur ce qu'il a vécu et éventuellement essayer de le ramener à lui. Donc, à l'origine, il ne devait pas y avoir de livre. Le livre naît d'un désir qui n'avait aucune chance et bon, il y a ce premier livre. Il y a une seconde nuit où il se passe quelque chose qui amène le narrateur aussi à se poser quand même beaucoup de questions et du coup, il y a un second livre. Le narrateur a de nombreux abonnés, suit de nombreuses personnes sur Instagram, et un jour il voit la photo d'un jeune garçon qui lui plaît, et il lui écrit de manière tout à fait anodine et avec un message sans importance, et le garçon répond et ils entament une correspondance via Instagram, effectivement. Mais tout part d'une photo et du désir créé par cette image, mais qui à l'origine est juste une image, il ne sait rien de l'autre personne, si ce n'est qu'il a 20 ans et qu'il habite Rennes. Or le narrateur habite Bruxelles. Et normalement ça ne devrait pas aller plus loin. C'est-à-dire que ce genre de conversation, il y en a peut-être des dizaines par jour et qui n'aboutissent pas à grand chose ou à rien de plus que 3 ou 4 messages et puis plus rien. Et là, bizarrement, un lien se tisse. Un lien se tisse de manière virtuelle, parce que ça passe que par des messages sur les réseaux sociaux. Des messages, quelques photos, et l'envie de se voir qui est de plus en plus grande, malgré les difficultés géographiques, conjugales. Dans Amour sur mesure, le narrateur découvrait l'application Grindr. L'histoire se passait en 2010 à peu près, ce qui correspond plus ou moins à l'apparition de l'application Grindr en France, et le narrateur testait cette application de rencontre. Donc effectivement, c'est pas la première fois que je parle des réseaux sociaux et de leur rôle dans les relations amoureuses. Il me semble pour autant qu'une fois que la mise en contact est opérée, que ça se passe sur les réseaux sociaux, dans un parc, dans un cinéma ou dans un supermarché, il me semble que la relation après, elle n'est pas vraiment différente. C'est la mise en contact, effectivement, qui est moderne ici ou qui passe par la technologie, mais une fois qu'un lien s'est créé, que ça se passe dans la vraie vie ou dans une vie virtuelle, je ne crois pas que ça soit très différent. Et en même temps, sans doute que les personnages d'un coup d'un soir dans le lit de Marin se disent des choses qui ne se seraient peut-être pas dites non plus au premier abord dans la vie, s'ils s'étaient rencontrés. Parce qu'il y a toujours la possibilité de disparaître sur les réseaux sociaux. Je pense que la conversation peut couper court à n'importe quel moment. Et ça reste virtuel. C'est-à-dire la rencontre, c'est quand même un coup de chance qui, a priori, n'aurait pas dû avoir lieu. Donc je pense que ça permet, les gens se livrent aussi peut-être davantage auprès d'inconnus, derrière leurs écrans de téléphone ou d'ordinateur. Donc le premier objectif, c'était de se remettre dans l'émotion du narrateur au moment où il vit les choses.
pas pour prendre du recul forcément, pas pour être en surplomb, mais vraiment se remettre dans cette émotion-là. Et, euh, et à partir de toute la masse de textos, de messages, essayer de retracer une histoire, l'histoire d'un désir, comment il naît, comment il grandit, et comment les deux personnages bifurquent à un moment. C'est-à-dire que le désir, l'un s'accroche et l'autre se détache. Et est-ce que c'était déjà annoncé avant? Est-ce que le narrateur n'a pas voulu voir quelque chose qui était déjà là avant? Est-ce que... ou est-ce que c'est simplement le désir, c'est la loi du désir que de s'évanouir au bout d'un moment, ou de s'affadir, je sais pas. Voilà. C'était de retranscrire cette émotion-là. Après, effectivement, c'est un discours amoureux de la modernité, parce que ça passe par les réseaux sociaux, mais aussi, il me semble, quelque chose d'assez intemporel, comme je le disais tout à l'heure. Alors, donc, dans le lit de Marin, le narrateur revient sur l'écriture d'un coup d'un soir. Donc, il y a un aspect making-of, on rentre dans les coulisses de la rédaction, puisque pour protéger en quelque sorte son couple officiel, le narrateur envisageait de truquer la réalité en changeant le sexe d'un des personnages. Ce qui était donc dans une des premières versions d'un coup d'un soir. Et donc le narrateur du deuxième livre raconte les différentes versions et comment il a été pris au piège entre la vie réelle et la littérature, puisque cette version féminine de l'histoire ne fonctionnait pas vraiment d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue de vraisemblance ou de crédibilité. Et par conséquent, il a été obligé de rechanger le sexe des personnages et de revenir en arrière et de revenir finalement à ce qu'était la réalité. Dans le lit de Marin raconte cela. Mais il raconte aussi peut-être le pouvoir positif ou négatif que le livre peut avoir sur la vie des gens, je crois, parce que le narrateur écrit dans l'espoir de reconquérir Marin, dans l'espoir aussi que ça ne bouleverse pas trop sa vie conjugale avec Sébastien. Et le livre cherche à faire pression sur la réalité, c'est-à-dire que le premier livre naît de la réalité, de l'histoire qui a eu lieu, et le deuxième livre raconte comment le narrateur cherche, par l'écriture du livre, à influencer le réel, à changer le cours du réel et à changer l'ordre des choses et du désir qui a plus ou moins disparu chez Marin. Il me semble aussi qu'il aborde un autre versant du désir, ce deuxième livre, lié à la question du consentement. C'est-à-dire comment concilier ce qu'on désire nous et ce que l'autre désire ou ne désire pas. Et est-ce que le narrateur accepte l'absence de désir de Marin, l'absence soudaine de désir de Marin? Est-ce qu'il l'accepte? Il a du mal à l'accepter. C'est pour ça qu'il fait un livre, et c'est pour ça aussi qu'il commet quelque chose dans cette seconde nuit qu'il passe avec Marin qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Je dis peut-être parce que l'incertitude, là encore, demeure. Mais la question du consentement et de comment on gère le désir de l'autre par rapport à la puissance de son propre désir, c'est la question que pose aussi dans le lit de Marin. Et on se rend compte que c'est une question qui dépasse aussi, je crois, la sexualité, le consentement, qui est finalement à la base de toutes les relations humaines, peut-être. Quelque chose qu'on a désiré à un moment, est-ce que 2 jours après on le désire encore? Et ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'assume ou pas? Est-ce qu'on en avait vraiment envie même si on l'a fait ou pas? Comment est-ce qu'on peut éventuellement revisiter le passé et revisiter une expérience qu'on a vécue et tout d'un coup on se dit qu'on n'avait pas du tout envie de la vivre? Quelle est la raison de ce revirement? Est-ce que revirement il y a ou pas? Est-ce qu'on a subi quelque chose qu'on n'avait pas envie de vivre et qu'on l'a accepté parce que c'était plus simple sur le moment de l'accepter, mais qu'après c'est trop compliqué de vivre avec? Le livre pose toutes ces questions.
Mais le livre pose les questions du côté du narrateur, qui n'est pas celui qui a subi quelque chose qu'il n'aurait pas voulu. Encore que lui aussi subit d'une certaine manière l'absence de désir de marin. Le livre épouse plutôt la perspective du narrateur, celui qui s'interroge sur un geste qu'il a commis et sur les conséquences de ce geste. Ce sont 2 romans, comme il y a écrit un roman au pluriel sur la couverture, et ce sont des romans. Pour autant, le narrateur peut me ressembler dans une certaine mesure. Je crois que Proust disait à propos de la recherche du temps perdu, le narrateur qui n'est pas forcément... Enfin, le narrateur qui dit « je » et qui n'est pas toujours « moi ». Voilà, je pense que c'est une formule qui correspond assez bien à l'esprit de ces 2 livres. Un coup d'un soir a connu plusieurs versions, c'est ce que je raconte dans le 2e roman. La première version donc, est au plus près de la réalité, c'est-à-dire c'est un garçon qui rencontre un autre garçon alors qu'il est lui-même en couple avec un garçon. Le narrateur ensuite, par crainte de trop bouleverser sa vie conjugale, va changer le sexe du narrateur, c'est-à-dire que le narrateur va devenir une narratrice. Donc il change tous les pronoms, ou tous les accords, c'est-à-dire qu'il rajoute des « e », c'est ce qu'il explique dans le 2e livre, il rajoute des « e » partout. Et donc l'histoire devient celle-ci, une femme rencontre un jeune garçon, mais l'éditeur du narrateur, d'un coup d'un soir, n'est pas tellement... il a cette formule, il dit on y croit et on n'y croit pas à cette femme qui rencontre ce jeune garçon sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, bizarrement, il y a un problème de vraisemblance et que le narrateur s'en rend bien compte. Il essaye de trafiquer à nouveau, d'essayer de rattacher les choses comme il peut, et ça ne fonctionne pas. Donc il est obligé de revenir à la version initiale, c'est-à-dire qu'à nouveau il enlève tous les « e » qu'il avait ajoutés à tous les accords au féminin, et il repasse au masculin. Et pour être au plus près de l'histoire qu'il a vécue. Et c'est cette écriture au plus près du réel, puis cette tentative de travestissement du réel, pour finalement revenir au réel, qui est raconté dans le 2e livre. Je ne sais pas si je pourrais dire que j'appartiens à l'école de l'autofiction. En revanche, il y a des écrivains que j'aime beaucoup et qui m'inspirent, et qui sont Hervé Guibert, Christine Angot, Annie Ernaux, mais qui, pour le coup, Annie Ernaux ne se revendique pas du tout de l'autofiction. Oui, on pourrait dire que école, c'est toujours... Est-ce qu'il y a vraiment une école de l'autofiction? C'est pas sûr. Ça serait peut-être prétentieux de ma part de dire que je suis dans le sillage des auteurs que je viens de citer, mais en tout cas, ce sont des auteurs que j'admire. Je crois que les 2 livres sont assez différents. Et à l'origine, ils étaient conçus pour avoir une existence autonome l'un par rapport à l'autre. Ils sont maintenant édités dans un même volume, forme un diptyque. Je pense que la tonalité n'est pas exactement la même, et que le 2e livre permet de relire en quelque sorte le premier et donne une perspective plus grande à cette histoire de désir. Parce qu'il donne plus de recul sur l'histoire de ce désir, qui est sur l'évolution du désir. Le premier, c'est la fulgurance du désir qui naît et qui s'épanouit et qui malheureusement s'éteint un petit peu. Et ensuite, le 2e permet d'apporter un autre regard sur une histoire que le narrateur trouvait peut-être belle et trouve peut-être un petit peu moins belle avec le recul, pour finalement peut-être, je ne sais pas, la trouver belle en définitive, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une perspective, je crois, une ligne de fuite qui se dessine dans le 2e livre, qui permet d'avoir plus d'ampleur et de saisir mieux l'évolution du désir.
Il faut préciser aussi que le deuxième livre me paraît me paraît différent du premier, dans le sens où il y a une part féminine plus grande, puisque le deuxième livre reprend des passages de la version féminine d'Un coup d'un soir, et le narrateur parle beaucoup aussi avec une amie de cette question de consentement, puisqu'ici il est question de consentement entre deux garçons, mais cette amie essaye aussi de remettre les choses en perspective en disant mais finalement cette histoire, c'est une histoire qui peut arriver à des filles qui sont enivrées et qui se laissent aller au désir de l'autre, alors que finalement elles n'en avaient pas forcément envie. Et c'est le consentement, on l'associe surtout à des histoires hommes-femmes. Ici, c'est dans une histoire entre garçons, mais le deuxième livre a une présence féminine beaucoup plus grande, me semble-t-il, alors que le premier livre, c'est vraiment une histoire entre trois garçons, c'est-à-dire le narrateur et Sébastien, qui est donc l'homme avec qui il vit depuis plus d'une dizaine d'années, et Marin, qu'il rencontre sur Instagram.